Bonjour et bienvenue, je suis Diane Seri, votre guide de voyage intérieur. Je suis thérapeute et formatrice depuis 2016. J'aide les hypersensibles et les hauts potentiels à trouver leur chemin pour se libérer de la dépendance affective, le mal-être et surtout les relations toxiques et en particulier la relation toxique qu'ils peuvent entretenir avec eux-mêmes à travers le manque d'estime personnelle et le manque de confiance en soi. Le fait de saboter sa vie, ses rêves, ses résultats scolaires, sa vie professionnelle, sa vie amoureuse. Et oui, tout ça, tout ça, tout ça. J'ai fait dernièrement une vidéo sur les hypersensibles, mais j'incluais les hauts potentiels dedans, où je parlais des principaux besoins à combler pour être épanoui, confiant et indépendant. Et je n'ai pu en exprimer qu'une partie de ces besoins. Donc je vais continuer cette vidéo. Donc ce sera une partie 2. Dans la première vidéo, on parlait déjà de qu'est-ce que c'était qu'être haut potentiel, d'être hypersensible aussi. Un hypersensible n'est pas forcément haut potentiel, mais un haut potentiel est forcément hypersensible, même si ce sont des choses qu'il a pu refouler pour se normaliser et se conformer à ce que la société attend de lui. Alors on est parti pour parler des besoins. Alors le besoin dont j'avais pas eu le temps de parler pour être épanouie, le besoin de reconnaissance est un besoin très présent chez les hypersensibles et les hauts potentiels, parce qu'il y a cette différence qui fait qu'on ne se sent pas reconnu. Et je vais parler de deux dimensions de la reconnaissance. La reconnaissance de ce que l'on fait, de ce que l'on est, de nos qualités. On a besoin qu'on nous dise « Waouh, mais c'est super ce que tu fais, tu es beau, tu es belle, tu es intelligent. » Ça, c'est de la reconnaissance. D'accord. Mais, il y a une deuxième facette de la reconnaissance qui est le fait de se reconnaître dans l'autre. Et là, on est dans le miroir. Le haut potentiel a très peu de miroirs autour de lui. S'il en a dans sa famille, il a de la chance. Mais la plupart du temps, il va essayer de se refléter dans des personnes qui ne fonctionnent pas comme lui, qui n'ont pas le même fonctionnement cognitif, la même sensibilité, ok. Et du coup, il va toujours se sentir en décalage et il va jamais pouvoir construire son estime personnelle parce que l'estime de soi, elle se fait à travers un miroir. À un âge où on n'est pas autonome pour construire son estime personnelle. Alors l'estime personnelle, elle se construit comme quand, par exemple, tu t'assieds devant ton miroir et tu te dis « Bonjour, je t'aime et je te respecte et aujourd'hui, je vais t'offrir une belle journée. » Voilà, c'est ça la construction de l'estime de soi, c'est de se dire « Je m'aime, je me respecte, je trouve que je suis une belle personne, tiens, j'adore ça chez moi. Oui, là, je me sens pas bien, mais je sais que mes intentions sont nobles. Je sais que je suis une belle personne et même si des fois, bah, ça va pas, mais je sais que j'ai toujours de la valeur. Voilà, et c'est ce dialogue-là, en fait, qui du coup sonne creux quand on a une personne dans laquelle on ne se reconnaît pas, qui nous parle. Beaucoup d'hypersensibles et de hauts potentiels grandissent dans des familles neurotypiques ou alors des familles où il y a une majorité de neurotypiques. Ces neurotypiques peuvent être cultivés et donner l'impression qu'ils sont au potentiel, ce qui n'est pas forcément le cas, ou qu'ils sont hypersensibles, ce qui n'est pas forcément le cas. Hein, c'est pas parce qu'on est cultivé et qu'on a un minimum de tact qu'on est forcément hypersensible ou au potentiel. Mais du coup, quand on est face à des personnes qui n'ont pas le même fonctionnement cognitif que nous, qui ont des façons de réagir, de pas vouloir forcément s'ouvrir et montrer leur vulnérabilité, des personnes qui ont des techniques d'évitement, par exemple, quand on leur parle de certains sujets, qui ne veulent pas forcément tout dévoiler, des personnes qui font des sous-entendus, du second degré, des blagues qu'on comprend pas. Euh, Finalement, quand cette personne va nous dire qu'on est génial, ça va pas résonner en nous. Donc même quand on reçoit la reconnaissance, elle n'est pas accueillie pleinement
comme elle pourrait l'être venant d'un semblable auquel on peut s'identifier, parce que la reconnaissance passe par l'identification. Voilà, le besoin de reconnaissance est important. Donc, pour combler ce besoin, l'hypersensible ou le haut potentiel, on va parler des deux, d'accord? Donc, on va parler de surefficient, comme ça, ce sera plus simple. En gros, il n'a pas été assez narcissisé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il tombe souvent sur des pervers narcissiques ou sur des narcissiques. Parce que lui-même n'a pas été assez narcissisé. On lui a pas assez dit waouh, t'es génial, machin, truc bidule. Et même quand on lui a dit, il lui a pas reçu. Voilà. La plupart du temps aussi, l'hypersensible ou le haut potentiel n'ont pas été protégés. On les a protégés comme des normaux pensants, alors que c'est un autre type de protection dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'une protection par rapport au bruit, nous avons besoin d'une protection par rapport à certaines agressions des sens, en fait, hein. Le bruit, la vue, l'odorat, le toucher, etc. Il y a ces protections-là. Donc, la meilleure façon de protéger un surefficient, c'est la paix. C'est qu'il ait de la paix. Voilà. C'est le mieux qu'on puisse faire. Euh, Donc, ça, c'est l'état des lieux. Il y a cette impression que quoi qu'il fasse, il va être... il fait tout de travers. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, le besoin de reconnaissance, il est complètement cassé. C'est-à-dire que les normaux pensants, parler par la critique, les reproches, c'est normal. Et les jugements, c'est normal pour eux. C'est une façon de communiquer classique. Il ne faut pas le prendre personnellement. C'est comme s'ils parlaient une autre langue. OK, voilà. Et cette autre langue, eh ben, parle comme ça. Voilà. Et sauf que l'hypersensible, il prend tout au premier degré. Et il prend tout fois 1000. Donc, un simple reproche, dans son esprit, va tourner 1 milliard de fois et il va lui-même se faire le reproche 1 milliard de fois. Et on a lancé une machine qui va avoir du mal à arrêter, en fait. Donc, il s'agit d'une torture. C'est une forme de torture intérieure, juste pour une phrase extérieure. Et bien sûr, il y a un manque de confiance en soi qui met en branle la machine, mais il n'y a pas que ça. Il y a justement cette quête de reconnaissance qui va faire que là où on attend une forme de reconnaissance et d'encouragement, beaucoup d'encouragement, on va juste avoir la sensation qu'on fait toujours tout de travers, il n'y a jamais rien qui va. Voilà. Que toujours on est décevant, que ah, t'es trop sensible. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit t'es trop sensible, pourquoi tu pleures encore? Pourquoi elle pleure encore celle-là? Ah, pourquoi tu te prends la tête? Ah, tu te poses trop de questions, vas-y, laisse tomber, ça me saoule. Ouais, voilà, ça on entend beaucoup, hein, parce que. Mais c'est normal. C'est normal. On amène le neurotypique sur un terrain sur lequel il peut pas aller. Il peut pas aller sur le même terrain de réflexion que nous. Donc toutes nos réflexions leur sont inaccessibles. Et donc ça finit effectivement par une espèce de... On est envoyé balader. Voilà. Bon, c'est bon, bonne nuit. Au revoir. C'est bon, ça me saoule. Pourquoi tu te prends trop la tête? Vas-y, tu... Voilà. Et ça va finir comme ça, en fait. Voilà. Et donc, il y aura toujours cette sensation que tu es différent, tu dois faire plus d'efforts, et pour plus d'efforts, tu auras moins de résultats. Voilà. Et donc, ce besoin de reconnaissance, il faut réussir à se le donner à soi-même, soit en trouvant, alors, se donner à soi-même en commençant à se traiter bien et en se disant, je suis un poisson, je ne me compare pas aux singes. Voilà. Je ne dis pas que les normaux pourcents sont des singes. Pas ça. On pourrait utiliser un autre animal, un renard, voilà, peu importe. Mais si on demande au poisson de monter à l'arbre, le poisson, il va se dire, je m'en veux vraiment, je ne peux pas faire ça, je suis vraiment trop nul. Alors que c'est un poisson. Il n'a pas à culpabiliser de ne pas pouvoir monter à l'arbre. Voilà. Et plus le poisson se rend compte qu'il est un poisson et qu'on lui demande de faire des choses de singe, de renard, de cheval, de ce que vous voulez, plus le poisson va commencer à retrouver son estime personnelle et chercher dans quoi est-ce que lui, il est bon.
Il n'est pas bon pour monter aux arbres, oui, c'est sûr. Mais il est très bon pour nager, il est très bon peut-être pour explorer, il est très bon peut-être aussi pour ressentir l'eau autour de lui, ressentir le mouvement. Voilà, voilà, tout simplement. On va parler de ça comme ça. Ensuite, le besoin d'être écouté est un besoin très important pour les surefficients et les personnes qui se sentent en décalage. Ok. Mais le problème, c'est que tout ce qu'il a, c'est plutôt des reproches. Il va beaucoup recevoir des reproches d'être comme il est. Donc, il va pas forcément être écouté. Euh, Comme il n'est pas souvent écouté, quand il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, il rentre dedans. Il se dit, ah, je vais pouvoir parler, super. Et en fait, il a tellement accumulé de savoir, de sensations, d'émotions, qu'il va déverser une vague de discours, on dirait un monologue. Et, et là, très vite, en fait, il va saouler les autres parce que, sauf si les autres sont comme lui, si l'auditoire est comme lui, il n'y aura pas de souci, mais si l'auditoire n'est pas effectivement comme lui, personne ne va rien comprendre de ce qu'il est en train de dire, personne ne va réussir à sauter du coq à l'âne comme il le fait. Et du coup, on va finir par lui faire comprendre qu'il faut qu'il arrête de parler. Et on lui donnera de moins en moins de fenêtres ouvertes. Et donc, il y aura de plus en plus ce phénomène où bah, il n'y a pas souvent de fenêtres ouvertes, donc je m'engouffre dedans encore plus fort et de plus en plus fort et de plus en plus fort. Et là, du coup, on retrouve des personnes effectivement qui ont tendance du coup à parler en monologue et à tourner en boucle et à en dire beaucoup. Le besoin d'être écouté, il est important parce que le surefficient ou l'hypersensible ou le haut potentiel ou le zèbre, il y a tellement de mots maintenant, il a besoin d'extérioriser ce qu'il est et il ne sait pas comment extérioriser ce qu'il est. Il sait être ce qu'il est à l'intérieur de lui et encore, c'est pas toujours facile parce que lui-même, il va essayer de se saboter parfois et de se canaliser, mais ou plutôt de se limiter, parce que se canaliser, c'est pas péjoratif. Mais des fois, il va essayer de se limiter dans son potentiel pour être pas trop bizarre, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, à l'intérieur, oui, il peut éventuellement se vivre en tant qu'hypersensible ou en tant que haut potentiel s'il est haut potentiel, mais arrivera-t-il à vivre pleinement à l'extérieur, c'est-à-dire à assumer ce qu'il est à l'intérieur, à l'extérieur, assumer ce qu'il ressent, ce qu'il pense, son rythme de vie, ses préférences, ses passions, l'intensité avec laquelle il vit et il pense, eh bien, la plupart du temps, non. Il n'y arrivera pas parce qu'il n'aura pas l'auditoire. Voilà. Et donc, le haut potentiel l'hypersensible ou le haut potentiel, les personnes en décalage vont avoir besoin de trouver des semblables avec qui parler. Et encore, elles ne pourront pas forcément tout partager, bah, tout simplement parce qu'on ne peut pas toujours tout partager avec tout le monde. Hein. Moi qui fais du cheval, si je rencontre un haut potentiel qui fait pas de cheval, ça va être compliqué de lui partager mes expériences à cheval. Il va pas forcément comprendre, et là, ça sera pas un décalage cognitif, ça sera juste que la personne est novice vis-à-vis de ça, donc ça ne lui parlera peut-être pas, ou peut-être, ou peut-être. Et donc, du coup, il y a besoin d'apprendre à s'écouter soi-même. Ça va être important. Apprendre à s'écouter soi-même, à se vivre soi-même et à vivre à l'extérieur ce que l'on est à l'intérieur, en cohérence, mais avec soi-même. C'est important de savoir le faire avec les autres, mais la première étape, c'est de savoir le faire avec soi-même. C'est de jouer comme un gamin, parler comme un gamin si on en a envie, faire l'imbécile, partir à gauche et à droite, explorer dans tous les sens, passer 4 heures ou même 12 heures sur un bouquin parce qu'on est complètement pris dedans, et petit à petit, d'en faire une normalité pour soi. Et une fois qu'on en a fait une normalité pour soi, on assume en fait ce genre d'attitude, ce genre de rythme de vie, le besoin de repos, etc.
Et du coup, on va pouvoir l'assumer face aux autres dans un deuxième temps. Parce que nous-mêmes, on l'assume. Voilà. Mais de toute façon, tout commence par soi, hein, toujours, 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 toujours. Ensuite, il y a le besoin de sommeil. Un hypersensible, donc je répète, hein, l'hypersensible n'est pas forcément haut potentiel, mais le haut potentiel est forcément hypersensible, même si certains ont coupé avec l'hypersensibilité. Donc là, on parlera plus du HPI, qui parfois coupe avec sa sensibilité, mais il la retrouvera, vous en faites pas. Le besoin de sommeil, pour l'hypersensible, du coup, est bien supérieur à la norme. Okay, on est sur 9 à 10 heures de besoin de recharge émotionnelle, là où une personne normale va avoir besoin entre 6 et 8 heures, quoi. Voilà, 8 heures max. Ils peuvent dormir plus, hein, mais ça leur sert à rien de dormir plus. Voilà, au niveau émotionnel, je dis bien. Alors que l'hypersensible, en fait, il vide ses batteries très très vite. C'est comme s'il y avait du vol d'énergie. Il gaspille son énergie très très vite. Imaginez une Ferrari qu'on fait aller à 50 km/h pendant 500 km. Allez, c'est bien ça. Une Ferrari, 50 km/h, 500 km, elle n'est pas faite pour ça. Ça va abîmer le moteur. Suivant comment on la conduit, en plus, si on la conduit mollement, c'est pareil, on va abîmer la machinerie, on va utiliser bien plus d'essence que si peut-être on allait à sa vitesse à elle, avec les changements de vitesse qui sont propres à une Ferrari sur ses 500 km. Voilà. En tout cas, on ne va pas user la mécanique. Et l'hypersensible, il use sa mécanique non-stop parce qu'il passe son temps, en fait, à être trop stimulé dans la journée par des bruits, par des critiques, par des choses qu'il va regarder, qu'il va ressentir. Il va ressentir l'énergie de tout le monde autour de lui, les émotions de tout le monde autour de lui. Il a ses antennes, là, comme ça. Il va y avoir des gens qui vont lui parler, et pour lui, c'est un effort cognitif d'aller essayer de comprendre ce que l'autre essaie de dire et quelle est son intention, et tatati et tatata. Ça va être un effort pour lui de canaliser sa communication pour essayer de se faire comprendre de quelqu'un qui ne fonctionne pas comme lui. À la fin de la journée, il est claqué. Juste, il est claqué. Il est cassé. Voilà. Et donc, le besoin de sommeil n'est pas le même. Et je vois beaucoup, beaucoup de personnes que j'accompagne qui dorment beaucoup et qui, en plus, sont coincées dans la procrastination. Et je vois souvent un mécanisme de défense, en fait, pour arrêter de perdre son énergie. En gros, c'est on fait rien, comme ça, on est sûr qu'on perd pas d'énergie. Alors oui, c'est sûr, tu vas pas en perdre. Par contre, tu vas pas en gagner non plus, puisque tu ne fais rien d'intéressant. Voilà. Donc on est dans un système de préservation de soi dans la procrastination, parce que il manque des éléments, ok, que je donne dans mes formations sur comment être avec les autres sans perdre son énergie. Bon, ça, en tant que thérapeute, c'est clair que j'ai dû apprendre à le faire. Toute personne qui est dans l'accompagnement a besoin d'apprendre à ne pas se vider de son énergie, vu que c'est notre métier et qu'on fait ça tous les jours. C'est vraiment un apprentissage important. Et l'hypersensible, il a besoin d'apprendre ça, qu'il soit HP ou pas, peu importe, il en a besoin. Okay, et c'est plus intéressant d'apprendre à arrêter de perdre son énergie que de procrastiner pour surtout dans la peur d'en perdre, en fait. Hein, la procrastination vient d'un manque de connaissance finalement et un manque de maîtrise de sa propre énergie. Le besoin de calme et de paix. Ah oui. Je vais accélérer un petit peu, hein. Les personnes qui se sentent en décalage et qui ont un fonctionnement cognitif différent ont besoin de beaucoup de calme et de paix, besoin d'être calme chez soi parce qu'il y a ce côté introverti. Ça n'empêche pas d'être introverti et très extraverti en société. Hein, il y a souvent d'ailleurs ce truc introverti, extraverti. Après, on peut aussi être juste introverti, ok? Mais il y a besoin d'avoir ces moments de recharge, encore une fois, des batteries. C'est le même principe que le sommeil. Besoin d'un chez-soi où on peut
se reposer, où il y a la paix, où il y a le retour à soi pour recharger les batteries et ressortir plus extraverti que jamais. Voilà. En fait, c'est un petit peu ce truc, c'est comme les marées, d'accord? C'est un cycle. Je me recharge chez moi, donc je peux ressortir. Je me recharge chez moi, donc je peux ressortir. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à se recharger chez eux, parce que chez eux, ils se sentent suffisamment en sécurité pour vivre les angoisses qu'ils devraient vivre à l'extérieur. J'en vois beaucoup, ils sont en décalage. C'est-à-dire qu'ils angoissent une fois qu'ils sont chez eux parce que justement, il y a suffisamment de paix pour angoisser, là où à l'extérieur, ils ne peuvent même pas vivre leur angoisse. Et donc, il faut court-circuiter aussi ce système-là. Je l'explique dans mes formations. Comment dépasser justement les angoisses, les crises d'angoisse pour pouvoir recharger ses batteries parce que sinon on ne peut plus ressortir en gros, hein. Voilà. Le besoin d'intimité est très, très, très important, chez les hauts potentiels et chez les hypersensibles. Je vois souvent des personnes qui sont plus à l'aise en petit comité, parce qu'ils sont curieux, voilà et ça prend du temps d'être curieux, vis-à-vis de quelqu'un, de savoir, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, qu'est-ce qu'il ressent, de discuter de choses profondes. Eh bien, ça demande du calme et ça demande, du temps. Voilà, donc petit comité, discussion en petit comité, ça crée la confiance. Ce sont des personnes qui ont besoin de se sentir en confiance avec les autres. Il y a aussi la place pour créer de l'harmonie, il y a la place et le temps pour l'harmonie. C'est des choses simples, hein, aller faire une balade, boire un thé, parler, voilà. Là où, c'est vrai que les normaux-pensants, ont plus tendance à faire des activités un peu plus physiques, hein. Ils vont faire un bowling, ils vont faire un foot, voilà. OK, donc le besoin d'intimité est important aussi parce que, quand les groupes sont trop nombreux, ça fait trop d'informations, trop d'énergie en même temps et finalement, on ressent l'énergie du groupe et pas forcément l'énergie de chaque individu. Ça devient très brouillon, très vite et puis il y a encore cette histoire d'insertion et de regard de l'autre qui n'est pas le même. J'ai remarqué les hypersensibles et les hauts potentiels, quand il y a une rencontre en one to one, donc une personne, seule à seule, les gens lâchent vite le mur, ils lâchent vite leur carapace et ils se livrent facilement. C'est comme si on inspirait confiance, et c'est ce qui va nous permettre de faire le pas en avant parce que finalement l'autre, en lâchant sa carapace, aura fait un premier pas. Le besoin de diversité est très important, très important. Non, mais de toute façon, ils sont tous importants ces besoins. Le besoin de diversité est important effectivement, pour les hauts potentiels et les hypersensibles, parce que ce sont des touches à tout. Alors surtout les hauts potentiels, hein, beaucoup plus, parce que les hypersensibles ne se définissent pas forcément par une différence de fonctionnement cognitif. C'est une sensibilité accrue qui, la plupart du temps d'ailleurs, est due à des traumatismes conscients ou inconscients, qui peuvent être des traumatismes intra-utérins d'ailleurs, hein, donc des fois on n'en a absolument pas conscience. Mais le besoin de diversité pour le haut potentiel effectivement est important parce que c'est un touche-à-tout, il veut tout essayer, il est curieux, il se demande qui il est et il veut expérimenter des choses à l'extérieur qui vont lui permettre de découvrir qu'est-ce qu'il aime pas, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il n'est pas. Voilà, il a besoin de faire fonctionner son cerveau, son corps, ses énergies, de tester, de goûter, d'essayer, de recommencer, de faire une erreur de ci, de ça, ta 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 et de créer sa philosophie et son image propre de la chose. Et oui, il va dans tous les sens, mais c'est dû à cette intelligence en arborescence, comme un arbre avec plein de branches, et il a envie d'aller goûter les fruits qu'il y a au bout de chaque branche, de son fonctionnement, de son cerveau, de ses idées et il veut le faire en vrai à l'extérieur. Et donc, comme il y a plein de branches et il y a plein de fruits, beh, il y a plein de choses à explorer. C'est vraiment une intensité et un goût de la vie très, 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 très prononcé. Besoin de diversité, on a dit. Ensuite, le besoin d'intensité. J'ai remarqué, les hauts potentiels sont des personnes qui ont besoin d'être dans un focus extrêmement puissant. Elles en ont la capacité. C'est une vraie capacité. Hem
elles ont besoin de quelque chose qui permet de rassembler leur esprit et leur attention. Ok. Alors des fois, elles ne trouvent pas, et justement, c'est problématique parce que l'esprit n'est pas canalisé. Mais plus tu vas prendre conscience de ce besoin, plus tu vas te rendre compte que il y a des activités qui te permettent de canaliser ton esprit et que tu peux reprendre le contrôle de ton esprit et de ton mental grâce à cela. Que ce soit la méditation, que ce soit la lecture, que ce soit le golf, que ce soit la navigation en bateau, que ce soit aller se balader et marcher dans la forêt, il y a des choses qui permettent à l'esprit, à cet arbre-là, de se rassembler quand on en a besoin. Et qu'il reprenne, en fait, de pouvoir vraiment faire de la respiration avec l'arbre. Je me focus, je relâche, donc là je suis dans du créatif, et quand j'ai besoin de me focus, je le fais. Et hop, je reviens dans du créatif. Dans le créatif, on est très content quand on est en train de peindre, quand on est en train de danser, on est très content d'avoir l'arborescence, mais il faut savoir faire cette respiration et se dire mon cerveau est comme un poumon, voilà, et je peux, voilà, le laisser prendre toute sa place et le compresser à volonté, suivant ce que je fais, ça m'aide à gérer finalement et canaliser mon esprit. Voilà. Donc quelque chose qui rassemble l'esprit, qui rassemble son attention, qui affûte son esprit par le fait d'occuper et nourrir plusieurs canaux sensitifs. Souvent, ce sont des activités qui demandent à 2 canaux de se connecter. Par exemple, la vue et l'ouïe. Le corps, l'esprit, donc la sensation et la pensée. Qu'est-ce qu'on a aussi? Le toucher et la vue. Par exemple, si vous faites du tir à l'arc, il y a vraiment un élément de sensation, on sent la tension qu'il y a dans la corde, et en même temps, il y a la vue qui est énormément comment dire, canalisée, enfin elle va être beaucoup suscitée, on va l'utiliser fortement, et en même temps il va falloir respirer et stabiliser son corps. Donc on est vraiment dans la sensation et la sensation physique et visuelle, et du coup le sens visuel. Donc on est dans le VACOG. VACOG, c'est les sensations, VACOG visuel, auditif, kinesthésique, c'est la sensation physique, olfactif, gustatif. Voilà. Donc on est dans les 5 sens. Et si on peut rajouter l'intuition dans une activité, c'est encore mieux. Voilà. Mais c'est ce genre d'activités qui vont permettre de canaliser. Donc, à toi de voir quels sont les sens qui te permettent de te canaliser. Sachant que ces sens peuvent être externes ou internes, c'est-à-dire que quand tu médites, tu es en visualisation, tu peux, suivant la technique de méditation, en visualisation interne. Tu peux être dans du visuel interne. Tir à l'arc, tu es en visuel externe. Ok, voilà. Parce que tu regardes à l'extérieur. Besoin d'intensité, ça on l'a dit. Ouais, un exemple, tiens, le Rubik's Cube, c'est un truc qui marche pas mal aussi. On est dans le mental et les mains. Voilà, on est dans l'esprit et les mains. Donc on est dans la visualisation interne et conceptuelle. Hein, on est dans le visuel interne, le visuel conceptuel. Et les mains, on est dans le toucher. Voilà. Et donc, on allie le corps et l'esprit. Donc ça, c'est bon. Voilà. On a fait le tour des besoins que j'avais notés. Voilà. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à construire ton assurance et à faire grandir ton inconscient pour avoir des relations plus harmonieuses en prenant ma formation qui s'appelle Shadow Work. C'est le travail de l'ombre, c'est le travail sur ta part d'ombre, sur ton inconscient, ce qui est très important chez les hauts potentiels parce que la limite entre la séparation entre le conscient et l'inconscient est assez poreuse chez le haut potentiel. C'est-à-dire qu'il a le contact avec son inconscient. Et plus il utilise ce super pouvoir et cette capacité, plus il peut faire son auto-analyse de façon saine et construire son estime personnelle et sa confiance personnelle.
C'est comme si en toi, il y avait le thérapeute dont tu as toujours rêvé, le psychologue dont tu as toujours rêvé, le coach dont tu as toujours rêvé, mais que en te limitant, tu as oublié que tu avais accès à ça. Voilà, donc je t'invite à te libérer de la toxicité en toi et te libérer de tes limitations, en toi, mais également dans tes relations. Et oui, et oui, en transformant finalement ta part d'ombre, en l'accueillant, en l'acceptant, en découvrant finalement que ce que tu maîtrises le moins en toi veut ton bien et parfois un super pouvoir. Il est temps que tu transformes tes failles et tes blessures en force. C'était Diane Seri, votre guide de voyage intérieur.